Forces pro-gouvernementales arriveraient dans les prochaines heures. Pendant ce temps, on assiste à un déchaînement de violence dans la Ghouta orientale. L'armée syrienne a massivement bombardé l'enclave rebelle hier. Il y aurait près de 80 victimes civiles, dont de nombreux enfants. Avec l'aide de son allié russe, le régime serait sur le point de lancer un assaut décisif. Sami Boukhelifa a recueilli les témoignages sur place d'Azem Al-Shami, militant de l'opposition syrienne. C'est une campagne d'extermination qui est menée contre la Ghouta orientale. Les forces gouvernementales et leurs alliés nous assiègent et nous bombardent. Plus de 400 000 civils sont assiégés ici et manquent terriblement de denrées alimentaires et de médicaments. Il faut mettre fin à ce siège. Tous les jours, il y a des bombardements aléatoires. L'aviation russe mène des raids contre des régions où s'entassent des milliers de civils. La population est ciblée par des tirs d'artillerie lourde et des tirs de missiles et toutes sortes d'armes interdites. Les zones civiles comme les marchés de la Ghouta orientale sont délibérément visées par les bombardements. Un militant de l'opposition syrienne contacté dans la Ghouta orientale. En Iran, toujours aucune trace de l'avion de ligne qui a disparu dans une zone montagneuse avec 66 personnes à bord. Après une nouvelle journée de recherche, les opérations reprendront ce matin. Israël et l'Égypte ont conclu un important contrat dans le secteur du gaz, un contrat historique selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'élève à 12 milliards d'euros. Israël va fournir à l'Égypte du gaz extrait de ses champs offshore en Méditerranée. Le Qatar a annoncé le déblocage d'une aide de 9 millions de dollars pour soutenir le secteur hospitalier de la bande de Gaza, privé de médicaments et d'électricité pour fonctionner. Plusieurs établissements ont fermé ces dernières semaines. L'ONU et l'OMS sont inquiétés d'un possible effondrement du secteur sanitaire gazaoui. Reportage à Gaza de Guylaine Delteil. C'est en musique et sous les acclamations de quelques dizaines de personnes que l'ambassadeur du Qatar est arrivé dans la cour de l'hôpital Shifa de Gaza. Mohamed Ismail Al-Hamadi était venu annoncer une aide bienvenue. Son pays a débloqué 9 millions de dollars pour l'achat de médicaments, de fuel et d'équipements pour les établissements de santé. Une aide saluée par le directeur de l'agence onusienne en charge des affaires humanitaires et le responsable de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, car depuis quelques semaines, les autorités de Gaza ont annoncé la fermeture de 19 cliniques et hôpitaux. Fermeture partielle ou totale, faute de moyens pour les faire fonctionner. Les réserves de fuel ont notamment chuté et les établissements concernés ne peuvent plus faire fonctionner leurs générateurs, alors que la compagnie d'électricité ne fournit que 3 à 4 heures de courant par jour. Il y a 10 jours, les Émirats arabes unis avaient également annoncé le déblocage d'une enveloppe de 2 millions de dollars, répondant à un appel de l'Organisation mondiale de la santé, mais ces aides restent insuffisantes face aux besoins énormes du secteur et l'ambassadeur qatarien est reparti sous les huées et les jets de pierre des employés en charge du nettoyage des hôpitaux. Ils sont en grève depuis 9 jours pour réclamer le paiement de leur salaire non perçu depuis 5 mois. Ils espéraient un geste dans leur direction de la part du Qatar. Guylaine Delteil, Gaza, RFI. RFI où il est bientôt 1h05 ici à Paris. Radio France Internationale. Donald Trump a fait savoir qu'il soutenait un projet de loi visant à renforcer le contrôle des ventes d'armes à feu aux États-Unis. C'est un projet bipartisan, républicain et démocrate, actuellement débattu au Congrès. Il vise à renforcer le contrôle des antécédents criminels lors de l'achat d'une arme. La semaine dernière, une nouvelle fusillade a fait 19 morts dans un lycée de Floride. Le tireur avait obtenu l'autorisation d'acheter son arme malgré des signalements pour comportement violent. En Allemagne, Angela Merkel pourrait bientôt entamer un nouveau mandat de chancelière, mais après 12 ans passés au pouvoir, elle prépare dans le même temps sa succession. Elle a désigné une autre femme, Annegret Kramp-Karrenbauer, 55 ans, au poste de numéro 2 de son parti, la CDU. En Angleterre, 30 ans de prison pour Barry Bennell, l'ancien entraîneur de football, accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Le procès qui vient de se tenir a beaucoup ému les Britanniques. À l'origine de ce scandale de pédophilie, le témoignage de l'ancien joueur Andy Woodward, victime de Barry Bennell quand il était adolescent. En 2016, il avait décidé de sortir du silence. Correspondance à Londres de Marina Darras. Vous étiez le diable incarné, lui a lancé le juge Clément Goldstone à la lecture de la condamnation après 5
5 longues semaines de procès. Barry Bennell, qui passera le reste de sa vie en prison, était jugé pour 50 infractions pour viol, tentative de viol et agression sexuelle à l'encontre de 12 garçons qu'il entraînait entre 1979 et 1991. Depuis qu'Andy Woodward avait courageusement levé le secret sur son calvaire lorsqu'il jouait pour l'équipe de Crewe Alexandra, une cascade de témoignages avait déferlé dans la presse, notamment de la part d'anciens joueurs internationaux disant avoir été agressés sexuellement par Barry Bennell lorsqu'ils étaient enfants. L'ancien entraîneur de football avait entraîné des équipes de jeunes dans plusieurs clubs, dont ceux de Crewe Alexandra, Manchester City et Stoke City. Il avait déjà été condamné pour des agressions sur mineurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais jamais dans le cadre de ses fonctions. Avec 25 détectives et 17 brigades de police mobilisées sur cette affaire, Barry Bennell a été l'un des plus gros scandales de pédophilie au Royaume-Uni. Marina Darras, Londres, RFI. En France, le gouvernement a lancé le chantier très sensible de la réforme de la SNCF. Quelques jours après la remise du rapport Spinetta, la consultation a commencé avec la direction de l'entreprise publique et les syndicats. Les syndicats qui ont prévenu qu'une remise en cause du statut de cheminot à l'embauche serait un casus belli. Autre dossier très délicat actuellement pour le gouvernement, c'est le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Un texte controversé, la droite le trouve trop laxiste, la gauche trop dure. Même au sein du parti En Marche, certains sont mal à l'aise avec les mesures répressives prévues par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Avant la présentation demain du texte au Conseil des ministres, l'exécutif a tenté d'apaiser les esprits. Le Premier ministre Édouard Philippe est allé hier à Lyon à la rencontre de migrants. Reportage de Julien Chavannes. Le calendrier ne doit rien au hasard, le lieu du déplacement non plus. C'est sur les terres lyonnaises de Gérard Collomb qu'Édouard Philippe a choisi de mettre l'accent sur la réforme de la politique d'intégration. Le Premier ministre a rencontré plusieurs réfugiés, irakiens, arméniens, syriens, érythréens. Tous remercient la France pour sa politique d'accueil. L'image est belle et c'est bien là l'objectif, montrer que le gouvernement ne propose pas seulement un texte répressif. Nous présentons un texte solide et équilibré. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas encore l'enrichir, le préciser ou l'améliorer. C'est d'ailleurs le rôle du débat parlementaire qui va s'ouvrir. Et au fond, ce débat sur l'intégration et sur la politique migratoire, ce sont les deux faces d'une même question. Sommes-nous suffisamment sûrs de notre bon droit pour pouvoir reconduire sans faiblesse? Nous traçons une ligne qui refuse tout aussi bien la peur que l'angélisme. Édouard Philippe en service après-vente, le chef du gouvernement s'engage à faire plus pour l'intégration des réfugiés, notamment par l'apprentissage de la langue française et sur l'accès à l'emploi. Mais le message reste le même, la France accueillera mieux, mais seulement ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Julien Chavannes, Lyon, RFI. Emmanuel Macron avait annoncé que Simone Veil entrerait au Panthéon. On connaît maintenant la date de la cérémonie. Ce sera le 1er juillet prochain, soit presque jour pour jour, un an après la disparition de la rescapée de la Shoah, décédée à l'âge de 89 ans. Elle reposera aux côtés de son époux Antoine Veil, décédé lui en 2013. Simone Veil, grande figure européenne et de la cause des femmes, sera la 5e femme à reposer au Panthéon contre 76 hommes. Le gouvernement a présenté son plan loup, plan qui doit maintenir l'équilibre entre des intérêts contradictoires, la préservation de l'espèce et la protection des éleveurs. Ce plan vise à permettre l'augmentation de la population de loups à 500 d'ici à 2023, contre à peu près 360 aujourd'hui. Enfin, football, à la surprise générale, Manchester City disparaît dès les 8e de finale de la Coupe d'Angleterre, battu 1-0 par Wigan, club de 3e division. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.